Il se regardait fixement, sans cligner des yeux, comme s'il essayait de reconnaître quelqu'un d'autre dans son propre reflet. J'ai bossé un moment dans une épicerie, et il y a eu ce nouveau gars qui a battu tous les records de catastrophe en un seul geste. On venait de le former, il avait eu la petite visite des rayons, et on lui avait même expliqué rapidement comment fonctionnait le vivier à homards. C'était simple, on les garde vivants, on vérifie l'eau, et surtout on ne touche pas aux bandes élastiques autour de leurs pinces. Un après-midi, je passe devant le vivier et je vois le nouveau en train d'en sortir un. Rien de bizarre jusque-là, on devait en attraper parfois pour des clients. Sauf qu'il commence à enlever les élastiques. Tranquillement. Comme s'il était en train de déballer un jouet, pas de manipuler un animal qui peut broyer un doigt. Avant que j'aie le temps d'ouvrir la bouche, il remet le homard dans le bassin, totalement libre. Et là, la panique s'installe, sauf pas chez lui. Chez les homards. On a observé, complètement impuissant, cette petite bête équipée de pinces fraîchement débloquées se transformer en machine de guerre. En quelques minutes, il a attaqué tout ce qui bougeait. Un carnage. Le vivier est devenu une zone de combat silencieuse où un seul homard transformait chaque congénère en victime. Quand le manager est arrivé, il est resté figé devant le spectacle, incapable d'articuler quoi que ce soit. Le nouveau, lui, avait l'air plus surpris qu'inquiet, comme s'il ne comprenait pas pourquoi son geste avait déclenché un massacre miniature. Résultat, un vivier décimé, une perte financière énorme et un licenciement quasiment immédiat. Et pendant des semaines, le rayon poissonnerie racontait encore l'histoire du homard berserker relâché par un nouveau qui n'avait pas saisi pourquoi ces satanés élastiques existaient. Il était là depuis moins d'une semaine quand c'est arrivé. On l'avait embauché pour aider un peu partout dans le magasin, mais il n'avait pas encore touché au comptoir des truffes. C'était un coin un peu particulier, rarement occupé, avec ses présentoirs élégants qui mettaient en valeur des truffes hors de prix. On lui avait dit qu'il s'en occuperait plus tard, quand il serait formé, mais pour l'instant il devait simplement rediriger les clients vers quelqu'un d'expérimenté. Un jour, un client s'approche du comptoir vide et demande de l'aide. Le nouveau, voulant bien faire, traverse la boutique pour venir le voir. Le client lui demande une truffe précise. Et au lieu de dire qu'il ne connaît pas encore le système, il ouvre la vitrine, attrape la truffe en question et la met dans un petit sachet comme si tout était normal. Puis il l'encaisse, sans hésitation, sans se douter une seconde du problème. Pour lui, c'était juste une vente rapide. Pour le client, c'était 90 $. Sauf qu'il y avait quelque chose qu'il ignorait totalement. Le présentoir ne contenait pas de vraies truffes. C'étaient des modèles en plastique, des pièces de démonstration utilisées pour présenter les tailles et les variétés sans risquer d'abîmer la marchandise réelle. Tout employé passé par la formation le savait. Lui, non. Il venait donc de vendre un morceau de faux champignon à un client qui avait payé presque 100 $ pour une décoration de vitrine. Le client a inspecté son achat juste après avoir quitté la caisse et a compris instantanément que quelque chose n'allait pas. La texture, le poids, l'odeur, rien n'était normal. Il est revenu au comptoir furieux, demandant à parler à un responsable. Le manager est arrivé, a compris la situation en quelques secondes et a appelé le nouveau dans l'arrière-boutique. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit là-dedans. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une simple erreur due au manque de formation. D'autres, moins indulgents, se demandaient s'ils n'avaient pas prévu de garder l'argent, puisque la vente ne correspondait à aucune procédure habituelle. De l'extérieur, impossible à savoir. Ce qui était sûr, c'est que la direction n'a pas pris le risque de chercher plus loin. Il a été renvoyé dans la foulée. Une erreur pareille, dans une boutique où un produit pouvait coûter le salaire d'une journée, c'était difficile à pardonner. Le reste de l'équipe a passé la soirée à repenser à la scène, imaginant la tête du client en découvrant qu'il avait acheté une œuvre en plastique. À partir de ce jour-là, les nouveaux recevaient toujours le même rappel pendant leur formation, ne touchez jamais aux truffes du présentoir sans qu'on vous l'ait clairement demandé, et vérifiez toujours si ce que vous vendez n'est pas une décoration.
Quand j'étais ado, je bossais dans un bowling. C'était le genre d'endroit où l'odeur des chaussures désinfectées se mélangeait au bruit des machines, où les clients râlaient pour tout et rien, et où chaque nouveau salarié se faisait tester par le chaos général dès la première heure. On voyait défiler des gens qui tenaient une semaine, parfois une journée, parfois beaucoup moins. Un après-midi, une nouvelle recrue est arrivée. Elle devait avoir mon âge, un peu stressée mais motivée. On lui a expliqué comment enregistrer les parties, comment ramasser les balles mal lancées, comment gérer les clients qui voulaient absolument un remboursement parce que la boule glisse trop, ou la piste est possédée. Elle hochait la tête, notait tout, essayait de rester concentrée. Elle avait à peine commencé son premier tour de piste qu'un client s'est mis à se plaindre d'un problème avec son ballon. Un type pas très patient, du genre à soupirer bruyamment comme si ça pouvait accélérer les choses. Elle est allée le voir pour l'aider. Je la regardais de loin, parce que tout le monde voulait voir si la nouvelle allait tenir le coup. Elle a saisi une boule pour la montrer ou la vérifier, je ne sais pas exactement. Elle semblait un peu maladroite mais rien de dramatique. Sauf qu'au moment où elle l'a soulevée, la boule a décroché de ses mains. Pas une petite chute. Un vrai lâcher net, sans contrôle, droit sur le pied du client. Le bruit a été incroyable. Pas juste celui de la boule qui tombe, mais celui du client qui s'effondre, qui hurle, qui s'accroche à la table comme si on venait de l'amputer. Tout le bowling l'a regardée. Elle était figée, complètement blanche, incapable de dire un mot. Le manager est arrivé immédiatement. Il n'a même pas demandé de détails. Il a juste pris une inspiration, l'a regardée et lui a dit de venir dans son bureau. Cela a duré moins de 2 minutes. Elle est ressortie en larmes, sans uniforme, et a quitté le bâtiment en tenant ses affaires dans ses bras. Moins d'1 heure de service. C'est littéralement le record du bowling. Le client a fini par repartir en boitant, en annonçant à tout le monde qu'il allait porter plainte parce que c'était sûrement volontaire. Les autres employés en ont parlé pendant des mois, comme une légende interne. Et moi, ce jour-là, j'ai compris que travailler dans un bowling n'allait jamais être un job tranquille. Elle avait commencé depuis 1 semaine à peine. Au bar, on savait tout de suite repérer les nouveaux qui allaient tenir le rythme et ceux qui allaient s'effondrer dès que la soirée devenait trop agitée. Elle avait l'air un peu brute dans sa manière de parler, mais elle faisait son travail correctement. Pas de plainte, pas d'incident. On pensait qu'elle allait finir par s'intégrer comme les autres. Puis il y a eu ce soir étrange. Elle termine son shift, retire son tablier et s'installe au comptoir pour boire un verre avant de rentrer. Elle commande un mélange improbable, du vin rouge avec de la limonade et des glaçons, une combinaison qui aurait fait grimacer n'importe qui dans le métier. Le manager lui sert ça avec un regard incertain, mais elle semble ravie. Elle sirote son verre tranquillement, l'air détendu, comme si elle se récompensait d'une longue journée. Un peu plus tard, son copain arrive. Dès qu'il s'approche d'elle, la tension apparaît dans leurs gestes. Pas de salutation, pas de sourire. Ils se parlent à voix basse au début, puis leurs échanges deviennent plus rapides, plus secs. Le ton monte. Les clients commencent à tourner la tête. Le manager observe la scène depuis la caisse, prêt à intervenir si ça dérape. Et ça dérape. Elle se lève d'un coup, renverse presque son tabouret, se met à lui hurler dessus en plein milieu du bar, sans se soucier du regard des gens autour. Lui répond en se crispant, puis elle saisit son verre, brandit son mélange étrange et le vide d'un geste brusque sur lui. Le liquide rouge mélangé à la limonade coule sur sa chemise et finit en goutte au sol. Les clients se figent. Certains étouffent un rire nerveux. D'autres s'écartent légèrement, de peur que ça continue. Elle fait volte-face et quitte le bar en prenant soin de pousser la porte avec une sorte de théâtralité, comme si elle jouait une scène de film devant un public attentif. Son copain reste planté là, trempé, furieux mais muet, et finit par sortir lui aussi. Quelques minutes plus tard, le manager secoue la tête, appelle la direction et explique ce qui vient de se passer. Le lendemain, elle n'était plus sur le planning. L'équipe n'a pas été surprise.
Il y avait un côté imprévisible chez elle qui flottait déjà en arrière-plan depuis son premier jour, comme une étincelle qui cherchait le moment de s'enflammer. Quand j'avais 18 ans, j'ai été embauché dans une enseigne d'alimentation en même temps que 3 autres personnes. On a commencé notre première soirée de formation tous ensemble, un peu nerveux, un peu excités par notre premier vrai job. L'ambiance était plutôt détendue, on apprenait à manier les caisses, à reconnaître les codes produits, à repérer les rayons. Rien de compliqué. Au bout d'une heure ou deux, l'une des filles du groupe a posé sa main sur sa tempe et a annoncé qu'elle avait mal à la tête. Elle a demandé si elle pouvait rentrer chez elle. Les superviseurs ont été sympas, ils ont dit oui sans poser de questions. C'était notre premier jour, personne ne voulait jouer au chef sévère. Elle a donc pointé sa sortie et s'est dirigée vers l'entrée. Comme elle partait, je l'ai vue prendre un chariot. J'ai pensé qu'elle devait faire quelques courses avant de rentrer, ce qui n'avait rien d'étrange. Sauf qu'elle est allée directement au rayon alcool. Et pas pour acheter une bouteille ou deux. Elle remplissait le chariot. Bière, bouteilles de vodka, rhum, tequila, elle empilait tout ça avec une efficacité qui montrait très clairement qu'elle avait un plan, mais certainement pas un plan médical lié à une migraine. Le directeur du magasin l'a remarqué tout de suite, parce que bon, une nouvelle recrue qui quitte sa formation plus tôt pour charger un chariot entier d'alcool, ça attire un peu l'attention. Il s'est approché, l'air un peu perplexe, et lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle a levé les yeux vers lui, parfaitement calme, et lui a répondu « J'organise une fête. » Pas d'excuses. Pas d'explication. Pas même un mensonge maladroit. Juste ça. Comme si c'était parfaitement logique qu'elle quitte son tout premier jour de formation pour aller préparer une beuverie en utilisant son badge d'employé fraîchement activé. Le directeur l'a regardé pendant quelques secondes. Puis il a simplement dit « D'accord. Alors vous êtes viré. » Elle a haussé les épaules, a abandonné le chariot, et est sortie du magasin sans un mot. En 4 heures, elle avait été embauchée, suivi la formation, demandé un départ anticipé, commencé à remplir un chariot d'alcool et perdu son job. On en a parlé pendant tout le reste de la semaine. C'était le record absolu du magasin. Il avait à peine commencé. Premier jour, première heure, et il avait déjà décidé qu'il ne supportait pas le patron. On ne savait même pas d'où venait cette aversion soudaine. Peut-être un échange maladroit, peut-être une remarque prise de travers, ou peut-être qu'il était venu avec un tempérament prêt à exploser au moindre grain de sable. En tout cas, au lieu d'attendre, de voir comment les choses évolueraient, il a choisi l'option la plus stupide possible. À la pause, il s'est approché du Jeep du patron sur le parking. Il a jeté un coup d'œil autour, persuadé que personne ne le regardait. Puis il a ouvert le réservoir et a uriné dedans. Oui, littéralement. Un geste impulsif, gratuit, ridicule, et surtout irréversible. Comme si c'était une vengeance personnelle pour quelque chose qui n'existait même pas encore. Le pire, c'est qu'il était fier de lui. Quand il est revenu à l'intérieur, il en parlait à voix basse à 2 collègues qu'il connaissait à peine. Il racontait la scène comme si c'était un exploit, une preuve de courage tordu, ou un acte symbolique contre une figure d'autorité qu'il n'avait rencontrée que quelques minutes. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un employé l'avait filmé de loin. Rien de discret dans sa manière de se vanter, rien de réfléchi dans sa façon de se pavaner. La vidéo a circulé en moins d'1 heure. Quand elle a finalement atteint le bureau du patron, il n'y a même pas eu de discussion. On l'a appelé dans un local de réunion, lui a montré la vidéo et lui a demandé de remettre son badge immédiatement. Il n'a pas tenté de nier. Il avait encore ce sourire inconscient, comme s'il pensait que ses gestes seraient perçus comme une provocation amusante plutôt que comme un sabotage envers celui qui l'employait. Sur le parking, on l'a vu partir avec ses affaires, incapable de comprendre à quel point sa décision était insensée. Le patron, lui, ne s'est même pas exprimé. Il a juste fait remorquer son Jeep pour le vider et le nettoyer de fond en comble. L'histoire a fait le tour du site,
mais pas dans le ton habituel des anecdotes de travail. C'était plutôt raconté comme une sorte de leçon. La preuve qu'il existe des gens capables de détruire leur propre avenir professionnel en quelques minutes, uniquement pour impressionner un public qui n'avait rien demandé. Il n'est pas venu le premier jour. Ni le deuxième. Ni le troisième. À la place, moi, je me suis tapé 3 doubles journées de suite. 3. D'affilée. À courir partout, à remplacer un type que je n'avais même jamais vu, à me demander pourquoi on embauche des gens si c'est pour qu'ils disparaissent le jour même où ils sont censés commencer. Le 4e jour, le téléphone sonne. Je décroche, épuisé, persuadé que ça va encore être un client qui demande quelque chose d'impossible. Mais non. C'était lui. Il m'a dit, avec une tranquillité qui m'a presque laissé sans voix. Je vais être honnête avec vous, j'étais à Orlando. Mes parents m'ont offert un petit voyage pour me féliciter d'avoir trouvé le job. Est-ce que ça irait si je commençais la semaine prochaine au lieu de cette semaine? J'ai dû rester silencieux une seconde ou deux, le temps que mon cerveau comprenne que ce n'était ni une blague ni un test. Il était vraiment parti en vacances pour célébrer un emploi, dans lequel il n'avait pas encore travaillé une seule minute. Et il demandait, sincèrement, si on pouvait simplement décaler son début comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste. Je crois que même le manager n'a pas su quoi répondre tout de suite quand je lui ai passé le téléphone. On a tous eu ce moment où on s'est dit qu'on venait d'atteindre un sommet dans l'art de ne pas se présenter au travail. À ce jour, c'est l'excuse la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Et pourtant, dans ce job-là, j'en avais déjà entendu beaucoup. Un nouveau directeur venait de prendre ses fonctions. C'était son premier jour et toute l'équipe avait déjà eu droit aux présentations officielles, au sourire un peu crispé et aux promesses de nouvelles idées. Il donnait l'impression d'être quelqu'un de sûr de lui, habitué aux environnements professionnels exigeants. Après la matinée d'introduction, il est parti à la cafétéria comme tout le monde, plateau à la main, prêt à découvrir le fonctionnement de l'endroit. Là-bas, il a choisi une assiette de salade. Le système était simple, on payait au poids. Il fait la queue, arrive en caisse, règle son assiette et s'installe pour déjeuner. Rien d'étrange jusque-là. Mais une fois l'assiette vide, il se lève, retourne au buffet, la remplit à nouveau et repart manger, comme si la première fois avait couvert les suivantes. Puis il recommence encore une fois, toujours sans passer par la caisse. Certains employés l'ont remarqué mais n'ont rien dit au début, pensant qu'ils ne connaissaient peut-être pas les règles. Sauf que la cafétéria avait des caméras partout et le responsable en a parlé directement au partenaire chargé de son intégration. Dans une entreprise de ce niveau, l'intégrité était sacrée. Il ne s'agissait pas seulement d'une assiette de salade. C'était un geste qui montrait comment il se comportait quand il pensait ne pas être observé. En milieu d'après-midi, on lui a demandé de monter dans un bureau, officiellement pour finaliser encore quelques points de son contrat. Il ne se doutait de rien. Pendant que les autres continuaient leur journée, la direction passait en revue les enregistrements vidéo et les témoignages. La conversation n'a pas duré longtemps. On lui a expliqué ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vérifié et ce que cela impliquait. Il a essayé de défendre son geste, disant qu'il n'avait pas compris le fonctionnement, qu'il pensait que la première assiette couvrait les suivantes. Mais la direction savait parfaitement que quelqu'un habitué à des postes à responsabilité connaissait la différence entre un buffet à volonté et un système de pesée. Ils ont mis fin à son contrat avant même la fin de sa première journée. En fin d'après-midi, certains l'ont aperçu traversant le hall, un carton à la main, sans un mot pour personne. Il ne regardait ni à droite ni à gauche. Il marchait avec la raideur d'un homme qui sait qu'il vient de ruiner une opportunité qui devait le mener loin. L'équipe, elle, restait encore sidérée de voir un directeur partir aussi rapidement. On avait déjà vu des débuts ratés, mais jamais un qui s'était arrêté pour une histoire de salade. J'avais été embauché via Manpower pour un job en usine, un contrat temporaire mais plutôt bien payé. On devait commencer l'orientation le même lundi,
moi et une amie de ma femme. Toute la semaine d'intégration était obligatoire, sécurité, procédures, machines, règles de l'atelier. Si tu manquais une journée, tu devais recommencer depuis le début. Le matin venu, je suis parti tôt. Elle aussi. On s'était dit qu'on se retrouverait là-bas, qu'on ferait la semaine ensemble pour se soutenir. Sauf qu'en route, elle a eu un accrochage. Une petite collision, rien de dramatique, mais assez pour qu'elle doive attendre la police, donner sa version, faire les photos, les échanges d'assurance. Sachant que ça allait la mettre en retard, elle a fait ce qu'il fallait, elle a appelé l'usine pour prévenir. Elle a expliqué calmement qu'elle venait d'avoir un accident léger, qu'elle attendait un rapport et qu'elle arriverait dès que possible. La réponse du manager a été immédiate, sèche, presque robotique. Ne vous dérangez pas. Vous n'avez pas besoin de venir. Elle a cru que c'était une façon de lui dire de ne pas se presser, qu'elle pourrait venir plus tard. Mais non. Le ton était clair. Il venait littéralement de lui dire d'abandonner le poste avant même qu'elle ne mette les pieds dans l'usine. Elle était effondrée. Quand je suis arrivé pour l'orientation, j'ai reçu un message d'elle qui disait simplement qu'elle ne venait plus, qu'il l'avait laissé tomber. Je pensais qu'elle exagérait. Ce n'était qu'un retard avec une raison valable. Sauf que non. Elle s'est présentée en personne plus tard dans la journée avec les photos de l'accident, le rapport de police en main, pour expliquer la situation. Elle est allée voir le manager Manpower. Puis le responsable RH de l'usine. Rien n'y a fait. Ils ont maintenu qu'une absence ou un retard le premier jour montrait un manque de fiabilité et que, par conséquent, ils retiraient l'offre. Sans discussion. Sans deuxième chance. Sans tenir compte de ce qui venait de lui arriver. Elle a été virée avant même d'avoir pu pointer une seule fois. Je me souviens l'avoir vue quelques jours plus tard. Elle tenait son rapport dans une enveloppe, comme si ça pouvait encore servir à quelque chose. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait juste eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment, et un manager sans aucune compassion avait décidé que ça suffisait pour la rayer de la liste. Pendant que moi, de l'autre côté, je suivais la formation seule, incapable d'oublier qu'elle aurait dû être assise juste à côté de moi. Il était censé commencer son premier jour à 7 heures du matin. On l'avait vu arriver sur le parking avec un léger retard, l'air stressé mais déterminé. Il a salué l'équipe d'un signe de tête et s'est approché pour serrer la main du superviseur. C'est à ce moment-là que l'odeur d'alcool s'est imposée. Pas un vague reste d'une soirée, mais quelque chose de net, assez fort pour que tout le monde le remarque. Le superviseur a cru à une erreur et lui a demandé s'il avait bu. Le nouveau a répondu sans hésiter qu'il avait pris quelques gorgées sur la route pour faire tomber la pression. Il disait ça comme si c'était une décision raisonnable, comme s'il n'imaginait pas un instant que ce serait un problème. L'équipe autour a échangé des regards sidérés. Personne n'avait jamais vu quelqu'un se griller aussi vite. On l'a escorté jusqu'au bureau sans hausser la voix. Il ne contestait rien. Il avait cette attitude d'un gars qui tente de se convaincre que ce n'était pas si grave. À peine assis, on lui a expliqué que la politique de l'entreprise ne laissait aucune marge pour ce genre de situation. L'entretien a duré moins de 5 minutes. Il a signé les papiers qui mettaient fin à son contrat, puis il est sorti avec le même sac qu'il avait apporté 20 minutes plus tôt. Sur le parking, il restait immobile, comme s'il essayait de comprendre comment son premier jour avait pu s'arrêter avant même qu'il ait pu recevoir son badge ou rencontrer l'équipe. Certains employés qui arrivaient encore pour leur shift ne savaient même pas qu'il avait été embauché. À croire qu'il était passé devant eux comme une ombre, présent juste assez longtemps pour laisser une histoire derrière lui. Il avait commencé ce matin-là, 3 heures plus tôt. Nouveau dans l'équipe, encore avec son petit badge provisoire et ce regard un peu stressé qu'ont tous ceux qui découvrent le service clientèle dans une épicerie bondée. On lui avait fait faire le tour du magasin, montrer où étaient les cagettes, comment peser les légumes, comment répondre aux clients. Rien de compliqué, mais assez pour qu'il ait déjà les épaules un peu tendues.
J'étais à côté de lui au rayon fruits et légumes quand elle est arrivée. Le genre de cliente qui transforme un sac de carottes en conflit diplomatique. Elle râlait pour tout, la taille du céleri, la couleur des pommes, le prix du raisin, le sourire du nouveau, son ton, sa façon de respirer. Il avait tenté d'être poli. Vraiment. Il hochait la tête, répondait calmement, essayait même de plaisanter un peu pour détendre l'atmosphère. Mais elle insistait. Elle s'énervait parce que le chou qu'elle avait choisi était trop vert, puis trop lourd, puis trop rond, je ne sais même plus. Elle lui faisait répéter chaque phrase, comme si elle cherchait volontairement à le pousser à bout. Et soudain, j'ai vu la dernière étincelle de patience s'éteindre dans ses yeux. Il n'a rien dit. Il a simplement attrapé un chou dans la cagette. Un beau chou vert, compact, lourd comme une boule de bowling végétale. Il l'a regardé une demi-seconde. Puis il l'a lancé. Le chou a suivi une trajectoire parfaite, comme si toutes les lois de la balistique travaillaient pour lui. Il n'a pas visé la tête, heureusement, mais ça a frappé la cliente en plein caddie, si fort que même le caddie en a reculé d'1 centimètre. Silence total dans le rayon. La cliente bouche bée. Moi, figé à côté de lui, entre le fou rire nerveux et l'hallucination pure. Et lui, il se tenait là, parfaitement calme, comme s'il venait d'accomplir un geste logique et nécessaire. On aurait dit que tout son stress venait de s'évacuer d'un coup. Le manager est arrivé en courant, forcément, et a demandé ce qui s'était passé. Il a regardé la cliente, le chou au sol, puis le nouveau employé. Il a simplement soupiré, les mains sur les hanches, comme s'il avait déjà vécu exactement ce scénario dans une autre vie. Il s'est tourné vers lui et a dit, d'une voix lasse, « Rentre chez toi. C'est terminé pour toi. » Et ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas le renvoi. C'est la réaction du gars. Il n'a pas protesté. Juste un petit hochement de tête, comme s'il savait déjà que ce job n'allait pas durer. Il a rangé son tablier, m'a lancé une bonne continuation tout à fait tranquille, et il est parti, sans même se retourner. Le reste de la journée? Franchement, c'était impossible à égaler. Tout semblait fade après avoir vu un type perdre son sang-froid avec autant de précision et de théâtralité végétale. Et dans l'équipe, cette histoire est devenue la journée du chou volant. Il avait un doctorat et s'était immédiatement fait apprécier par les cadres de la direction. On aurait dit qu'il parlait leur langue. Ils le trouvaient brillant, cultivé, capable d'apporter une vision neuve au projet. Il arrivait avec une confiance impressionnante, presque trop assurée, comme si chaque phrase qu'il prononçait devait être applaudie. Sur le papier, c'était exactement le genre de profil qu'on cherchait pour piloter un nouveau programme de formulation. Sauf que ceux qui travaillaient directement sous ses ordres ont vite découvert une toute autre personne. Les collègues féminines de mon équipe, pourtant d'excellentes chimistes, se faisaient rabaisser constamment. Ils critiquaient tout ce qu'elles faisaient, rejetaient la moindre responsabilité sur elles et répétaient que leurs résultats étaient mauvais parce qu'elles ne suivaient pas correctement ses instructions. Ils prenaient un malin plaisir à leur rappeler qu'il avait un doctorat, comme si ça le plaçait au-dessus de tout le monde. Le projet qu'il dirigeait n'avançait pas. Chaque tentative échouait et il s'obstinait à imposer les mêmes protocoles, persuadé que le problème venait des personnes et jamais de sa méthode. Pendant des mois, mes collègues ont dû supporter ses remarques inutiles, ses reproches et sa manière de les traiter comme si elles étaient incompétentes. Dans les labos, l'ambiance changeait dès qu'il entrait. On sentait la tension grimper, les regards qui s'évitent, les respirations qui se retiennent. Un jour, l'une de mes collègues, lasse de répéter des protocoles voués à l'échec, a décidé d'en finir avec sa façade. Elle a préparé une présentation détaillée, presque clinique, décrivant tout ce qui avait été tenté. Elle a listé les paramètres testés, les variations étudiées, les raisons précises pour lesquelles sa méthode ne pouvait pas fonctionner et ce qu'il faudrait faire à la place. Le jour de la grande réunion, elle a déroulé tout ça devant lui, devant les cadres qu'il avait tant admirés et devant le reste de l'équipe. Il a essayé de la couper, agacé qu'on le contredise publiquement. Mais les dirigeants,
eux, ont commencé à poser des questions techniques. Et à mesure qu'ils insistaient, on voyait bien qu'ils ne savaient pas répondre. Pas un détail, pas une justification. Rien. C'était comme si son vernis se fissurait devant tout le monde. La vérité est tombée en discutant avec plusieurs personnes après la réunion. Sa femme avait aussi un doctorat, et elle avait largement fait le sien pour lui, dans une culture où les femmes n'étaient pas reconnues pour leurs compétences. Il n'avait presque aucun bagage réel. Il occupait un poste de direction avec un diplôme obtenu sur le travail d'une autre. Quand tout le monde a compris ça, les langues se sont déliées. Les cadres ont perçu son incompétence, les autres équipes ont décrit son comportement et on a découvert à quel point il avait été odieux avec celle qu'il supervisait. Le mythe s'est effondré d'un seul coup. Mes collègues avaient enduré cette situation pendant des mois avant que tout soit exposé au grand jour. On bossait sur un chantier plutôt tranquille ce matin-là, le genre où tout le monde arrive un peu groggy, se sert un café dans un thermos cabossé, et se met au boulot sans trop parler. Deux nouveaux devaient commencer ce jour-là, deux potes visiblement inséparables. Ils étaient arrivés ensemble, sourire jusqu'aux oreilles, l'air de penser qu'ils allaient s'éclater à bosser côte à côte. Le chef les accueille, leur montre vite fait le plan du jour, puis demande à l'un d'eux d'aller chercher des cafés pour tout le monde. C'était un petit rituel sur nos chantiers, le nouveau se dévoue, revient avec la commande, tout le monde le remercie, et ça lance la journée. Rien de compliqué. Le gars sort un carnet, prend toutes les commandes comme s'il travaillait chez Starbucks depuis 10 ans, demande les pièces et billets, compte soigneusement la petite pile d'argent qu'on lui donne. Il hoche la tête, referme la pochette plastique, puis ajoute qu'il aurait besoin que son pote vienne avec lui parce que ça fait quand même beaucoup à porter. Le boss, un peu pressé, dit oui d'un geste. Et les deux nouveaux s'en vont, détendus, presque trop motivés pour aller chercher du café. On reprend le travail. 10 minutes passent. Puis 20. Puis 30. À un moment, l'un d'entre nous dit « Il est où mon cappuccino à la vanille ?» Et là, ça nous frappe tous en même temps. Ils ne reviendront jamais. Le chef tente d'appeler le premier. Messagerie directe. Puis le second. Messagerie aussi. Il regarde la rue, secoue la tête comme si ça venait de lui tomber dessus. Les salauds ont juste pris la caisse et se sont tirés. On éclate tous de rire, un peu malgré nous, parce que franchement, qui fait ça ? Venir à ton premier jour de boulot, serrer des mains, écouter le briefing, attendre pile le moment où on te donne une mission simple avec un petit billet, et disparaître dans la nature comme si tu étais un personnage secondaire qui quitte la scène pour toujours. On n'a jamais revu ces deux-là. Le chef a simplement lâché. Au moins, j'aurais pas à faire leur formation. Et on a continué la journée, sans café, mais avec une sacrée histoire à raconter. On ne savait pas vraiment si on pouvait appeler ça un renvoi, mais ça restait l'un des épisodes les plus absurdes de notre formation de base. Il y avait un gars dans notre compagnie, quelqu'un de discret au début, un peu nerveux, pas vraiment intégré mais pas non plus problématique. Il suivait les exercices, ratait certaines consignes, essayait de se rattraper comme il pouvait. Rien qui annonçait ce qui allait arriver. Un matin, on s'entraînait avec les baïonnettes. C'était l'un de ces exercices où tout le monde est tendu parce que les ordres fusent rapidement et parce que les instructeurs deviennent encore plus exigeants qu'à l'habitude. La fatigue commençait déjà à se faire sentir. Le type en question avait l'air à bout, complètement dépassé par le rythme et l'intensité. L'un des sergents instructeurs est passé derrière lui pour corriger sa posture, rien d'agressif, juste l'habituelle manière brusque qu'ils ont de remettre quelqu'un dans l'axe. Sauf que le gars a craqué. D'un geste rapide, il s'est retourné avec la baïonnette pointée en avant, l'arme levée, comme s'il voulait se défendre contre un ennemi invisible. Le sergent a reculé d'un pas, surpris sur le moment, mais les autres instructeurs se sont précipités. En quelques secondes, il l'avait maîtrisé et mis au sol pendant que les recrues restaient figées, incapables de comprendre comment on avait basculé d'un simple exercice à une scène totalement incontrôlée.
On l'a vu plus tard, escorté jusqu'à un véhicule, les mains tremblantes, entouré de 2 instructeurs et d'un officier médical. Il semblait perdu, comme s'il ne réalisait pas entièrement ce qu'il venait de faire. On parlait d'un mélange de stress, de manque de sommeil et de pression psychologique, mais personne n'avait la vraie version des faits. On savait juste qu'un geste pareil n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer. Il a été envoyé à l'hôpital militaire pour une évaluation et, après ça, plus rien. On ne l'a jamais revu. Son lit a été attribué à quelqu'un d'autre dès la semaine suivante, sa présence effacée comme si elle n'avait été qu'un incident parmi d'autres dans un programme conçu pour pousser les recrues à leurs limites. Il avait été embauché pour faire le stock dans une boutique de thé assez chic, le genre d'endroit où chaque tasse est posée comme une pièce d'exposition et où les théières coûtent parfois plus cher qu'un loyer étudiant. Les rayons brillaient, les vitrines étaient impeccables, et dans l'arrière-boutique il y avait des piles de cartons remplis de porcelaine fine emballée avec une précision chirurgicale. Le nouveau, lui, était là depuis 3 jours. On l'avait vu un peu maladroit, mais rien qui annonçait ce qu'on allait découvrir. Il passait beaucoup de temps dans la réserve, à organiser les stocks, à déballer, à ranger. On croyait qu'il était lent mais consciencieux. Personne n'imaginait le carnage qui se préparait derrière la porte. Ce matin-là, la manager entend un bruit étrange venant du fond. Pas le bruit d'un carton déplacé ou d'une tasse posée sur une étagère. Non. Un bruit sourd, répété, comme si quelqu'un lançait des cailloux contre un mur. Elle fronce les sourcils, avance dans le couloir, ouvre la porte d'un coup. Et elle reste figée. Le gars est là, au milieu de la réserve, entouré de piles de cartons. Et il balance littéralement les boîtes de porcelaine à travers la pièce. Il en attrape une, la soulève sans aucun soin, et la jette en direction d'une étagère comme si c'était un sac de patates. Une autre tombe au sol, rebondit, roule jusqu'à ses pieds. Il continue comme si tout ça était normal, totalement calme, comme s'il jouait à un jeu dont lui seul connaissait les règles. La manager a juste réussi à dire son nom, avec cette voix qui mélange la colère et la sidération. Il se retourne, surpris de la voir, comme s'il n'imaginait pas une seule seconde qu'on puisse vouloir vérifier ce qui se passait. Elle s'approche, ouvre un carton qui a miraculeusement survécu à l'impact, et découvre une théière en morceaux, emballage défoncé, porcelaine brisée en 1000 miettes. Elle en ouvre un autre, même résultat. Toute la livraison du matin était fichue. Elle n'a pas levé la voix. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle a simplement dit « Tu enlèves ton tablier et tu pars. Maintenant. » Il a obéi sans protester, comme si cette issue était logique, comme s'il savait très bien qu'il avait passé les 3 derniers jours à faire exactement l'inverse de ce pourquoi on l'avait embauché. Dès qu'il a quitté la boutique, la manager a fermé la porte derrière lui, s'est appuyée dessus et a soufflé comme quelqu'un qui vient de survivre à une scène improbable. Un manager avec qui je bossais dans la restauration rapide m'avait raconté cette histoire, et même dans un endroit où on voyait passer des situations absurdes chaque semaine, celle-ci restait dans le haut du classement. Il y avait un gamin qui travaillait là depuis un moment. Il avait la réputation de disparaître régulièrement sans prévenir. Parfois il ne répondait pas au téléphone, parfois il inventait une excuse bancale, parfois il ne disait rien du tout. Le genre d'employé qu'on garde uniquement parce qu'on manque de monde. Un soir, il était censé prendre son shift. Évidemment, il ne s'est pas pointé. La manager a essayé de l'appeler plusieurs fois, puis elle a tenté de trouver quelqu'un pour le remplacer. Personne n'était dispo. Les étudiants avaient cours tôt le lendemain, les autres avaient déjà fait des heures supplémentaires, et ceux qui auraient accepté étaient en plein milieu d'une autre fermeture. Elle s'est donc résignée à enfiler un tablier et à prendre son shift à sa place, fatiguée mais pas vraiment surprise. Elle savait que ce genre de comportement finirait par lui retomber dessus. Quelques heures plus tard, alors qu'elle gérait la file au comptoir, elle relève la tête pour prendre une commande, et elle voit arriver le gamin absent, entouré de ses potes. Aucun signe de gêne, aucune hésitation. Il s'avance comme si tout était normal, rigole avec ses amis,
regarde les menus lumineux au-dessus du comptoir et demande tranquillement ce qu'il veut manger. Il n'a même pas eu le réflexe de détourner les yeux en la voyant. On aurait dit qu'il ne réalisait pas une seconde que c'était elle qui couvrait son shift à sa place. La manager est restée silencieuse quelques instants, observant le groupe qui riait derrière lui. On raconte que les employés autour ont senti la tension monter comme si l'air devenait soudain plus dense. Puis elle lui a demandé s'il comprenait où il se trouvait et ce qu'il était en train de faire. Il a répondu avec un sourire, complètement inconscient du chaos qu'il avait causé en disparaissant. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a annoncé calmement qu'il était viré, ici et maintenant. Le rire de ses potes s'est arrêté net. Lui est resté planté là avec cette expression figée qui disait qu'il n'avait pas anticipé une seconde que son petit passage nocturne prendrait cette tournure. Il est reparti sans sa commande, sans protester, et le groupe s'est dispersé aussi vite qu'il était arrivé. Les employés ont continué leur service avec un mélange d'étonnement et d'amusement discret. Tout le monde savait qu'il allait finir par perdre son job, mais personne n'aurait imaginé que ce serait parce qu'il serait venu commander un menu alors que la personne derrière la caisse était en train de faire son travail à sa place. Il avait 19 ans, embauché pour tenir le comptoir des produits de la mer. Un gamin qui avait l'air encore un peu perdu dans sa blouse trop grande, mais assez volontaire pour que tout le monde se dise qu'il allait peut-être faire l'affaire. Je ne l'ai vu que 2 fois. 2 petites apparitions, presque anecdotiques. Et puis plus rien. Disparu comme si quelqu'un l'avait effacé du planning. Au bout de quelques jours, ma curiosité l'emporte. Je demande à un collègue ce qu'il s'est passé. Il éclate de rire avant même de répondre, comme s'il attendait que quelqu'un pose la question depuis des jours. Puis il me raconte la scène. Le gamin avait fermé le rayon ce soir-là. Tout semblait normal. Il avait nettoyé l'étal, rangé les pinces et les plateaux, éteint les frigos, fait tout ce qu'on lui avait appris à faire. Quand il a quitté son poste, il avançait d'un pas tranquille vers la sortie, l'air de penser qu'il avait gagné sa journée. Sauf que dès qu'il a dépassé les caisses, quelque chose s'est passé. Puis un long glissement sur le carrelage. 5 livres de pâtes de crabe venaient littéralement de tomber de son pantalon. Directement de l'intérieur de son futal, là où il les avait coincés pour éviter qu'on ne les voie. Le manager de fermeture, juste derrière lui, a eu droit au spectacle complet. Le gamin n'a même pas essayé de ramasser quoi que ce soit. Il est resté planté là, figé, comme s'il venait de perdre le contrôle de sa propre vie. On ne sait pas combien de temps il avait passé à bourrer du crabe surgelé dans son jean. On ne sait pas comment il avait prévu de quitter le magasin avec ça. On ne sait pas non plus à quel moment il s'est dit que c'était un plan viable. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est jamais revenu. Aussi vite embauché qu'expulsé, avec pour dernier souvenir un tas de crabes éparpillés à ses pieds et un manager qui ne savait plus s'il devait rire ou appeler la sécurité. J'ai passé mes étés à la fac à travailler comme manutentionnaire pour une entreprise de construction. Bref, on faisait pas mal de rénovations dans un hôpital en activité, donc le bruit et la poussière étaient une énorme préoccupation. On était une petite équipe et on commençait à peine les travaux dans une zone avec un planning ultra serré, donc l'entreprise a engagé un sous-traitant pour une partie du boulot. Et là débarquent 2 clowns pour faire de la démolition. Le contremaître leur explique qu'ils ont peut-être leurs habitudes, mais qu'ici c'est un hôpital en fonctionnement, donc ils préfèrent que le travail prenne plus de temps plutôt qu'il fasse un énorme bordel ou trop de bruit. 1 heure plus tard, on reçoit apparemment plusieurs plaintes à propos du bruit et du chaos, alors le contremaître m'appelle pour que j'aille nettoyer immédiatement et qu'il passerait dans quelques minutes pour voir ce qui se passait. Ces mecs avaient de la poussière et des morceaux de mur partout. Je pouvais les entendre depuis le bout du couloir, en train de tout fracasser sans aucune précaution. Le contremaître arrive et on entre dans la pièce pour voir un des types debout sur un tas de gravats, en train de lever une masse au-dessus de sa tête pour frapper un mur en briques dont il avait déjà complètement démoli la base. Je ne sais pas comment mais le reste du mur tenait encore, suspendu au plafond. Le gars ne portait même pas de casque, apparemment inconscient que le mur pouvait s'effondrer à tout moment et le réduire en bouillie.
Le contremaître a complètement explosé. Il les a virés immédiatement, puis il a appelé leur entreprise en disant qu'il ne voulait plus jamais revoir ces deux-là sur le site. Il a utilisé une jolie collection de gros mots et a même menacé de virer entièrement ce sous-traitant et d'en faire venir un autre. J'avais appelé une agence d'intérim pour avoir quelqu'un capable de m'aider à faire l'inventaire. Rien de compliqué. Juste compter des pièces, vérifier des numéros, noter des quantités. Quand le type est arrivé, j'ai tout de suite remarqué son bras dans un plâtre. J'ai eu un moment d'hésitation, un vrai « mais pourquoi m'envoie ce gars-là pour ce boulot précis ?» Mais comme ce n'était pas un travail physique, je me suis dit que ça pouvait passer. La matinée se déroule sans bruit. Il traîne un peu les pieds mais fait le minimum. Je me dis que c'est déjà ça, que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'extraordinaire pour 3 heures d'inventaire. Puis vient l'heure du déjeuner. Je sors, je mange vite, je reviens, prêt à finir la journée. Et là, je découvre la scène. Le gars est affalé dans mon fauteuil de bureau, complètement avachi, les yeux à moitié ouverts. Il a la tête qui part en avant et un filet de bave lui coule sur le menton. Je la vois glisser lentement sur sa chemise sans qu'il réagisse. Sur ses genoux, il tient une bombe d'air sec, posée comme si c'était un trésor. Le capuchon roule au sol, preuve qu'il vient juste de s'en servir. Je suis resté quelques secondes immobile, juste assez pour comprendre qu'il n'était pas en train de faire une sieste. Je l'ai secoué un peu, il a sursauté, complètement à l'ouest, incapable de remettre ses idées en place. Je l'ai sorti de là, littéralement escorté jusqu'à l'extérieur, et il traînait encore son casque comme une excuse molle. Il ne disait rien, il ne comprenait même pas pourquoi on le mettait dehors. Une fois la porte refermée derrière lui, j'ai vu le fauteuil, la trace de bave, la bombe d'air. J'ai soupiré un grand coup parce que je savais déjà ce que j'allais faire. Un type venait tout juste d'être embauché et il semblait plutôt content en arrivant pour son orientation. Il avait son petit dossier sous le bras, il hochait la tête pendant les explications de la RH et il donnait vraiment l'impression d'être prêt à commencer une nouvelle étape. On lui faisait faire le tour des bureaux, puis l'atelier, puis la salle de pause. Tout se passait comme d'habitude, rien d'inhabituel. Puis, en traversant l'open space, il s'est arrêté net. On aurait dit que quelqu'un venait de lui tirer le tapis sous les pieds. À quelques mètres de lui, une employée travaillait à son bureau, concentrée sur son écran. C'était son ex. Pas une ex récente, mais quelqu'un avec qui il avait eu une histoire compliquée, suffisamment marquante pour qu'il ne veuille plus jamais la recroiser. Il a pâli, a serré son dossier contre lui et a coupé la parole à la RH en lui disant qu'il devait sortir une seconde. La RH pensait qu'il se sentait peut-être mal ou qu'il avait eu un coup de stress. Elle lui a dit qu'il pouvait prendre un moment à l'extérieur. Sauf qu'il ne prenait pas un moment. On l'a vu marcher droit vers l'entrée, ouvrir la porte et partir sans se retourner. Il a disparu du parking en quelques secondes, comme si le simple fait de rester sur place lui donnait la sensation de revivre quelque chose qu'il voulait oublier. La RH est revenue vers le service en expliquant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Les employés qui connaissaient l'ex ont rapidement compris la situation. Elle n'avait rien vu, et elle ne saurait probablement jamais qu'elle avait mis fin à la nouvelle carrière d'un gars juste en étant là, en train de taper sur son clavier comme un jour ordinaire. On n'a plus jamais revu le nouveau. Le nouveau avait débarqué un lundi, présenté comme quelqu'un qui connaît les machines. Personne ne s'attendait à un prodige, juste à un type capable de déplacer des palettes sans transformer l'entrepôt en parcours du combattant. Pendant quelques jours, il a souri, salué tout le monde, fait semblant de connaître l'endroit. Tout laissait croire qu'il allait rester plus d'une semaine. Et puis le vendredi, l'entrepôt entier a sursauté, un choc sec, suivi d'un long crissement métallique. Les rayonnages ont légèrement vibré, assez pour que 2 collègues se reculent par réflexe. On voit alors le nouveau, immobile sur son chariot, face au montant tordu du rack, comme s'il attendait qu'une explication magique tombe du plafond.
Le boss arrive, observe la trace laissée par les fourches, l'angle du choc, le chariot encore en position, et pose la question la plus simple du monde. « Tu sais ce qui s'est passé ?» Et là, au lieu de dire quelque chose d'humain, même maladroit, il sort un « Non, aucune idée. » Pas un sourire nerveux. Pas un soupir. Rien. Comme s'il venait de téléporter son chariot pile à l'endroit du crash sans jamais s'en rendre compte. Le mensonge le plus mal calibré de l'histoire de la manutention. Ce n'est pas le choc qu'il a perdu. C'est la manière dont il a regardé son patron droit dans les yeux, avec les fourches encore levées, le moteur encore allumé, et zéro volonté d'admettre quoi que ce soit. On l'a vu traverser l'entrepôt un quart d'heure plus tard, sans badge, sans gilet, sans un mot. Sa semaine de travail. Je faisais souvent du travail de terrain sur des programmes d'investigation. On passait nos journées, et parfois nos nuits, près des foreuses pendant que les foreurs descendaient dans la roche et ramenaient des carottes. Notre boulot consistait à décrire chaque section, prendre des photos, noter les variations, faire des tests dans les puits et gérer toute la partie technique que les foreurs n'avaient pas à faire. C'était un travail qui demandait de la patience, de la résistance au froid et une certaine habitude des nuits passées dehors avec seulement quelques lampes portatives pour éclairer la zone. Un nouvel ingénieur a été envoyé sur un de ces sites et, comme souvent, on l'a collé sur le shift de nuit. Certains aiment ça, mais la majorité s'en passerait volontiers. Les juniors n'avaient pas le choix. Au bout de 5 nuits, il appelle le bureau pour dire qu'il veut rentrer. Il n'en pouvait plus. Il disait qu'il gelait sur place, qu'il détestait chaque minute et qu'il n'y arrivait tout simplement pas. Je n'ai jamais vraiment su si c'est lui qui avait décidé de partir ou si la direction avait mis fin à son contrat, mais il était évident que ce genre de boulot n'était pas fait pour lui. Quand on m'a envoyé pour le remplacer, j'ai demandé aux foreurs ce qui s'était passé. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient un chauffage au propane à l'arrière de leur camionnette. Ils l'utilisaient toujours pendant les nuits glaciales. Ils avaient proposé aux nouveaux de venir se réchauffer plusieurs fois, de s'asseoir avec eux entre 2 segments de forage, de boire un café chaud et de discuter un peu. Mais lui refusait à chaque fois. Il restait seul dans son pick-up, moteur éteint, les épaules rentrées et les mains tremblantes sur son carnet. Tout cela en plein mois de février, dans un froid qui vous brûle les doigts au bout de quelques minutes. Les foreurs m'ont raconté ça avec un mélange d'amusement et de pitié. Ils avaient tenté de l'aider, mais il semblait vouloir prouver qu'il pouvait tenir tout seul. Ou peut-être qu'il n'osait pas sortir de sa bulle. Certains débutants préfèrent rester isolés, pensant qu'ils doivent montrer une forme d'indépendance. À force, ça les détruit plus qu'autre chose. Quand j'ai pris sa place, j'ai passé ma première nuit assis à l'arrière de la camionnette avec l'équipe. Le chauffage ronflait doucement, l'odeur du propane se mêlait à celle de la terre fraîchement percée et les foreurs parlaient de leur famille ou des chantiers précédents. C'était comme ça qu'on tenait. On partageait le froid, la fatigue et les longues heures sombres ensemble. Le nouveau n'a jamais remis les pieds sur un site. Son passage a laissé cette impression étrange d'un gars qui avait peut-être les compétences mais pas l'endurance pour supporter les conditions. Dans ce métier, il faut accepter de se salir, d'être frigorifié au lever du jour, de manger sur le capot d'un camion et de garder son calme quand la nuit paraît interminable. Il passait son temps dehors. Pas pour souffler, pas pour faire une pause mentale, juste pour griller une cigarette toutes les 40 minutes. On le voyait traverser l'atelier avec la même régularité qu'une horloge, s'installer à l'entrée, tirer nerveusement sur sa clope, puis revenir 10 minutes plus tard en laissant une traînée d'odeur derrière lui. À force, tout le monde savait exactement quand sa prochaine pause allait tomber. Parfois on finissait son travail à sa place juste pour éviter qu'un client ne poireaute pendant qu'il s'enroulait une nouvelle. Un jour, en milieu d'après-midi, il s'approche du bureau du patron avec l'air sérieux de quelqu'un qui va demander une faveur importante. Il explique qu'il n'a pas pris sa pause déjeuner, que ce serait donc logique qu'il puisse partir 1 heure plus tôt. On aurait pu croire que c'était de l'humour, mais lui non. Il avait fait le calcul dans sa tête et il était persuadé d'être totalement dans son droit, oubliant visiblement qu'il avait déjà passé une bonne partie de sa journée à fumer dehors.
Le patron a levé les yeux, l'a regardé une seconde comme si son cerveau venait de faire une pause lui aussi. Puis il a répondu, très calmement, sans hausser la voix, sans ironie forcée. « Tu peux partir. Mais tu n'as pas besoin de revenir. » La réaction du fumeur a été un mélange étrange de surprise et de résignation. Comme s'il réalisait seulement à cet instant que la somme de ses pauses nicotine avait un prix. Il a pris ses affaires, a quitté l'atelier, et le lendemain son poste était déjà reposté en ligne. Personne n'a vraiment été étonné. Et le patron a retrouvé la tranquillité de ne plus voir un employé chronométrer ses cigarettes mieux que son propre travail. Le premier jour de formation, à peine 6 heures sur un shift de 8, et il avait déjà réussi à faire exactement ce qu'on lui avait dit d'éviter. On travaillait dans un vieil ascenseur de service à manivelle, dans une résidence privée où vivaient des gens immensément riches. C'était le genre d'endroit où le silence était presque une règle non écrite. Les nouveaux recevaient toujours les mêmes instructions simples, rester droit, regarder devant soi, répondre seulement si un résident vous adressait la parole. Rien de plus. La plupart des employés comprenaient vite que ces résidents n'avaient aucun intérêt pour la vie du personnel et qu'ils pouvaient devenir odieux pour un rien. Le nouveau semblait attentif pendant les explications. Il hochait la tête, posait quelques questions normales, donnait l'impression qu'il avait compris l'importance de la discrétion. On se disait qu'il allait peut-être se fondre dans le décor plus facilement que d'autres débutants. Sauf qu'en réalité, il avait l'air de bouillir d'impatience dès qu'il se retrouvait face à un résident. Peut-être qu'il pensait détendre l'atmosphère ou montrer qu'il avait de la personnalité. Peut-être qu'il ignorait complètement la façon dont fonctionnait ce genre d'endroit. La première rotation se passe sans incident. Puis arrive un propriétaire âgé, très habitué à être traité comme s'il était une figure royale. On lui ouvre la grille en métal, il entre sans un regard pour nous et on commence à monter. Le nouveau, au lieu de rester silencieux, se tourne vers lui et lance la conversation en demandant directement combien il gagne. La question surgit sans hésitation, comme si c'était quelque chose qu'on demanderait pendant un barbecue entre voisins. Le résident s'est figé. Il a relevé les yeux vers lui avec cette expression froide et pincée qu'on connaissait trop bien. Un silence lourd a envahi la cabine, un silence qui donnait presque l'impression que le temps ralentissait. Moi, j'étais à côté du nouveau, incapable de croire ce qu'il venait de dire. J'avais envie de disparaître dans le plancher. À peine l'ascenseur arrivé à l'étage du résident, celui-ci est sorti sans un mot puis a appelé la gestion depuis son téléphone portable. Le manager est arrivé quelques minutes plus tard et nous a demandé de descendre immédiatement. Le nouveau avait encore l'air surpris, comme s'il ne comprenait pas pourquoi une simple question avait mis le feu aux poudres. La direction n'a pas traîné. Ils l'ont emmené au bureau, ont mis fin à sa formation et l'ont raccompagné vers la sortie. Pas de discussion longue, pas de seconde chance. Dans un environnement aussi délicat, il n'y avait aucune marge pour un faux pas de ce genre. L'équipe entière a appris ce qui s'était passé avant même la fin de la journée. On se disait que jamais un débutant n'avait chuté aussi vite. Et dans un travail où l'on devait rester invisible, il avait réussi à attirer l'attention en un seul échange. Je bossais dans une grande chaîne de restaurants où on voyait défiler tellement de nouveaux employés qu'on retenait à peine leur prénom. Ce serveur-là avait la trentaine avancée et semblait vouloir bien faire. Il posait beaucoup de questions, prenait des notes sur un vieux carnet et répétait qu'il était content d'avoir enfin trouvé un boulot stable. On pensait qu'il avait juste besoin de quelques jours pour se mettre dans le rythme. Le troisième jour, tout a basculé. En plein coup de feu du midi, un client vient me voir avec un air hésitant. Il m'explique qu'il y a un type dans les toilettes qui fait quelque chose de vraiment bizarre. Je m'attendais à un client trop alcoolisé ou un gamin qui jouait avec le savon. Pas du tout. On ouvre la porte et on tombe sur le nouveau serveur penché sur le rebord du lavabo, alors que 2 clients utilisaient l'urinoir derrière lui sans savoir où se mettre. Il avait posé sa carte de banque comme si c'était un objet banal et il tirait ses lignes à découvert, complètement détaché de ce qui se passait autour.
On l'a fait sortir du restaurant avant même qu'il comprenne que c'était terminé pour lui. Les clients n'osaient plus trop entrer dans les toilettes pendant une bonne demi-heure et l'équipe entière s'est demandé comment quelqu'un pouvait imaginer faire ça en plein milieu d'un service, dans un endroit ouvert au public. Pendant le reste de la journée, on a tous eu cette scène en tête, un mélange d'incompréhension et de gêne, comme un épisode qu'on raconterait plus tard sans que personne n'arrive à le croire. L'équipe informatique d'un grand bureau gouvernemental fonctionnait avec un système de tickets. Les employés envoyaient leurs demandes en ligne et l'un des techniciens prenait le ticket, se rendait sur place et résolvait le problème. C'était un fonctionnement bien rodé, chaque membre de l'équipe savait gérer son temps entre les interventions simples, les installations plus longues et les urgences. Le nouveau, lui, commençait tout juste. On lui avait expliqué le système, donné son identifiant et laissé le temps de se familiariser avec les procédures. Dès son arrivée, il avait repéré un bureau vide dans une aile peu fréquentée du bâtiment. Il s'y était installé, avait allumé l'ordinateur et avait immédiatement envoyé un ticket demandant la réinstallation complète du système d'exploitation. C'était l'une des interventions les plus longues, un travail qui pouvait facilement occuper une journée entière si on prenait son temps. Sauf qu'il n'avait pas pris le ticket pour aider un employé. Il l'avait créé lui-même, uniquement pour disparaître dans cet espace isolé et passer la journée tranquillement sans être dérangé. Au début, personne n'a remarqué quoi que ce soit. Les autres techniciens étaient occupés avec de vrais problèmes, les demandes affluaient comme d'habitude et la matinée s'est déroulée sans incident. Le manager, qui aimait vérifier que les nouveaux ne se retrouvaient pas noyés dès le premier jour, a décidé de faire un tour avant la pause déjeuner. Il a parcouru plusieurs bureaux, demandé à l'équipe si tout allait bien, puis il s'est souvenu que le nouveau était censé travailler dans l'aile ouest. En arrivant devant la porte du bureau vide, il n'a entendu aucun bruit de clavier, aucun ventilateur d'ordinateur en train de tourner pour une réinstallation. En entrant, il a découvert le nouveau affalé sur sa chaise, profondément endormi, les bras croisés, la tête basculée sur le côté. L'écran affichait le ticket qu'il s'était auto-attribué, toujours à l'étape de départ. Le manager est resté quelques secondes sans rien dire, comme s'il essayait de comprendre comment quelqu'un pouvait prendre un risque pareil dès son premier jour. La suite a été expéditive. On l'a réveillé, on lui a demandé d'éteindre l'ordinateur et de suivre le manager. Il n'a même pas tenté de se justifier. Il avait ce regard vague de quelqu'un qui réalise trop tard qu'il vient de ruiner sa chance avant même d'avoir commencé. La direction a décidé de mettre fin au contrat immédiatement, avant même que toute la paperasse ne soit finalisée. Quand la nouvelle a circulé dans l'équipe informatique, personne n'a été réellement surpris. On voyait souvent des débutants stressés, maladroits ou dépassés, mais jamais un qui essayait de se cacher pour dormir en créant un faux ticket dès la première heure. Pendant plusieurs semaines, cette histoire est revenue comme un avertissement silencieux pour les nouveaux. On leur disait que certains avaient été renvoyés en quelques minutes seulement, et ils comprenaient immédiatement qu'on parlait de lui. C'était juste un petit boulot d'été dans un fast-food paumé, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les horaires changent toutes les 5 minutes, et où on reconnaît très vite qui va tenir une semaine, et qui va s'évaporer avant le premier vendredi. La nouvelle arrive un lundi matin. Très souriante, très bavarde, mais dès la première heure, on comprend que quelque chose cloche. Elle oublie les commandes, confond les sauces, se brûle avec la friteuse pourtant froide, et demande 3 fois comment allumer le grill. Même le manager, pourtant du genre patient, avait déjà ce regard fatigué de quelqu'un qui commence à regretter un recrutement. Le deuxième jour, tout le monde savait déjà qu'elle ne ferait pas long feu. On se passait les infos entre 2 livraisons, elle a encore bloqué la caisse, elle a mis un râpe dans le grille-pain, elle demande si on peut mettre du métal au micro-ondes. Rien de méchant, mais un niveau d'incompétence rare, presque artistique. Et puis le 3e jour arrive. Elle envoie un message, elle ne peut pas venir. Sa mère a eu un grave accident de voiture. Transportée d'urgence à l'hôpital. Situation critique. Elle est désolée, mais elle doit absolument être auprès d'elle. Le manager reste silencieux quelques minutes, puis répond juste « Ok, tiens-moi au courant ».
Sauf qu'on vit dans une petite ville. Une vraie petite ville. Celle où les rumeurs circulent plus vite que les voitures et où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît tout le monde. Il suffit de quelques appels. 3 personnes et toute l'histoire s'écroule. Aucun accident, aucune ambulance, aucune mère hospitalisée. Elle avait tout simplement inventé cette excuse, persuadée que personne ne vérifierait. Sauf que dans notre bled, mentir sur un drame, c'est aussi discret que d'essayer de cacher une vache dans un placard. Le manager a répondu en fin de journée, un message bref, presque clinique. Pas de cri, pas d'explication. Juste une phrase qui n'appelait aucune réponse. Elle n'est jamais revenue. Son uniforme est resté 2 semaines dans un sac derrière le comptoir avant que quelqu'un ne réalise qu'elle ne viendrait pas le récupérer. Un collègue avait quitté notre entreprise du jour au lendemain. Il avait un poste solide, un salaire confortable, des avantages que beaucoup rêveraient d'avoir. Pourtant, il rêvait depuis longtemps de travailler dans un atelier spécialisé dans la réparation de radios. C'était sa passion. Il parlait de fréquences, d'antennes, de circuits internes avec un enthousiasme rare. Quand il a annoncé qu'il partait pour suivre cette voie, personne ne l'a retenu. On avait même trouvé ça inspirant qu'il choisisse quelque chose qui le motivait vraiment. Sauf que son aventure a duré à peine une journée. Au bout de quelques heures dans son nouvel atelier, il avait déjà commencé à fouiller dans les pièces détachées pour mettre quelques composants de côté. Il pensait sûrement que personne ne le verrait, que quelques pièces pour compléter ses propres radios à la maison passeraient inaperçues. Le propriétaire de l'endroit est tombé sur lui en train de glisser un des modules dans sa poche. Aucun avertissement, aucune discussion. Ils l'ont renvoyé immédiatement. Le pire, c'est qu'il semblait plus déçu d'avoir été pris que d'avoir perdu son poste. Il lui a fallu plus d'1 an pour revenir chez nous. Pendant tout ce temps, il enchaînait les petits jobs, parfois en intérim, parfois en dépannage chez des proches. Un jour, il a réapparu dans les locaux avec cet air de quelqu'un qui n'ose pas croire à sa propre chance. La direction avait décidé de lui donner une nouvelle opportunité, probablement parce qu'il avait été un bon employé par le passé. Les anciens collègues l'ont accueilli avec un mélange de curiosité et de prudence, conscients que son départ avait été précipité pour de mauvaises raisons mais prêts à lui laisser une seconde chance. Pendant un moment, il a semblé vouloir se racheter. Il arrivait à l'heure, il participait aux réunions, il parlait moins de radio et davantage du travail en cours. Mais son comportement a fini par attirer l'attention de l'équipe de sécurité. Il se montrait trop curieux concernant certains équipements sensibles et posait des questions qu'il n'avait pas besoin de connaître pour son poste. Les rapports ont commencé à s'accumuler. Après une enquête interne, la direction a conclu qu'il représentait un risque pour la sécurité de l'entreprise. Un matin, on l'a vu être escorté hors du bâtiment. Il n'a pas protesté. On aurait dit qu'il savait que cette fois encore, il avait franchi une limite. Certains se demandaient pourquoi il avait répété les mêmes erreurs après avoir eu tant de mal à récupérer son emploi. D'autres disaient simplement qu'il avait une obsession trop forte pour certains objets techniques et qu'il finissait toujours par se mettre dans des situations impossibles. On garde de lui l'image d'un gars passionné mais incapable de canaliser cette passion d'une manière constructive. Il avait eu des occasions rares et il les avait perdues une à une, presque comme si c'était inévitable. Les bureaux ont rapidement retrouvé leur rythme habituel, mais son histoire est devenue un exemple que les anciens racontaient aux nouveaux dès qu'un employé semblait s'intéresser de trop près à du matériel qu'il n'était pas censé toucher. J'avais embauché un type comme contrôleur qualité pour les marchandises destinées à Walmart et Target. Le poste demandait quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui savait garder la tête froide et qui comprenait l'importance d'un inventaire propre. Lui arrivait confiant, presque trop. Dès la formation, il se lançait dans des récits interminables sur tout ce qu'il avait volé dans son ancien boulot. Il racontait ça en souriant, comme si c'était une anecdote amusante. Il ajoutait aussi que son précédent employeur le payait largement mieux et qu'il ne comprenait même pas pourquoi il avait accepté mon offre. Au bout de 35 minutes, j'avais déjà la certitude que ça ne fonctionnerait pas.
Il passait plus de temps à se vanter de ses exploits qu'à écouter ce qu'il devait apprendre. À un moment, il a commencé à expliquer comment il repérait les angles morts dans les entrepôts pour repartir avec ce qu'il voulait. L'équipe autour de lui échangeait des regards silencieux. On voyait bien que personne n'avait envie de surveiller un collègue qui semblait considérer le vol comme un passe-temps. J'ai appelé 2 gars du service de sécurité et je leur ai demandé de l'accompagner dehors. Il n'a même pas protesté. Il s'est contenté de hausser les épaules en répétant qu'il trouverait mieux ailleurs. On l'a vu traverser le parking avec cette attitude détachée qui donnait l'impression qu'il ne se rendait pas compte de l'absurdité de la situation. Une fois parti, tout le monde est retourné au travail avec ce léger soulagement qu'on ressent lorsqu'un problème disparaît avant de prendre plus de place que prévu. C'était son premier jour et il était tellement fier de sa nouvelle Camaro qu'il l'avait garée comme si elle valait plus que le bâtiment entier. Il arrive sur le parking, voit qu'une voiture s'est garée à côté sans même la frôler, et se met dans un état incroyable. Il entre dans les locaux encore tout gonflé d'ego et lâche un « Qu'est-ce qu'il y a, connard ?» à la personne qui sortait de cette voiture. Il disait ça avec ce ton agressif de quelqu'un persuadé d'être dans son droit uniquement parce qu'il venait de signer un contrat et de s'acheter une voiture trop chère pour lui. Sauf qu'il venait d'insulter le PDG de la boîte. Le grand patron, celui que personne ne voyait jamais en dehors des réunions importantes ou des visites annuelles dans les différentes branches. Ce jour-là, il était là pour discuter de nouveaux projets et faire un tour des équipes. Personne n'avait imaginé que le nouveau réussirait à se ridiculiser aussi rapidement. Les employés plus anciens avaient assisté à la scène sans comprendre ce qu'ils voyaient. Certains pensaient que le nouveau faisait une mauvaise blague, d'autres attendaient qu'il réalise à qui il s'adressait. Le PDG n'a pas élevé la voix. Il s'est tourné vers un superviseur et lui a demandé calmement d'amener le nouveau dans un bureau. Il n'y a eu aucune confrontation, aucun rappel autoritaire. Tout s'est fait dans un silence lourd. Le nouveau, lui, gardait cette expression faussement confiante d'un type qui ne sait toujours pas ce qu'il vient de faire. Dans la salle de pause, les employés étaient encore en train de murmurer entre eux en essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait s'embrouiller avec un inconnu au point de l'insulter de cette manière le premier jour. 10 minutes après le début de son premier shift, il signait déjà les papiers de fin de contrat. Il est reparti sans uniforme, sans badge et sans un regard pour qui que ce soit. On l'a vu quitter le parking comme s'il ne comprenait pas encore la portée de sa propre erreur. La Camaro a fait un démarrage bruyant et maladroit, ce qui a ajouté une dernière touche un peu pathétique à la scène. Pendant plusieurs semaines, cette histoire est revenue dans les conversations dès qu'on parlait des nouveaux embauchés. On se souvenait de ce moment où un type avait réussi à se faire renvoyer plus vite qu'on ne prépare une tasse de café, uniquement parce qu'il avait voulu impressionner les mauvaises personnes. Dans une entreprise où on pouvait supporter les maladresses des débutants, il avait choisi de commencer par une provocation envers la seule personne qu'il n'aurait jamais dû provoquer. J'avais été embauché comme cuisinier dans un mid-sell en plein état de Washington, au milieu des années 90. À l'époque, je pensais vraiment que c'était une nouvelle étape stable, quelque chose que je pourrais garder un moment. J'avais déjà travaillé plusieurs années en cuisine et je connaissais bien la routine du petit déjeuner, les œufs à la chaîne, les tickets qui s'empilent et la chaleur qui colle aux vêtements dès 8 heures du matin. Quand ils m'ont dit que je commençais dès le lendemain, j'étais plutôt confiant. Le premier jour s'était déroulé sans incident particulier. L'équipe était un peu tendue, mais dans ce genre de restaurant c'était presque normal. Il y avait surtout un cuisinier qui travaillait là depuis longtemps. On sentait qu'il dominait la cuisine à sa manière. Il parlait sèchement à tout le monde et on percevait une forme de méfiance dès qu'il vous regardait. Je pensais que c'était juste un ancien qui défendait son territoire. Le deuxième jour, tout a basculé de manière surréaliste. On m'a appelé à l'arrière en pleine préparation du service du matin. Le manager était planté devant la porte de sortie, l'air fatigué mais décidé. Il m'a annoncé que je ne pouvais pas continuer, soi-disant parce que j'avais cassé un jaune en retournant un œuf. C'était arrivé une fois seulement et personne n'avait fait de remarques sur le moment. Je croyais qu'il plaisantait. Il m'a fait comprendre que la décision était prise et que je devais quitter les lieux immédiatement.
On m'a fait passer par la porte arrière comme si j'étais un intrus. J'ai compris plus tard ce qui se jouait. On m'avait embauché uniquement pour faire peur à ce fameux cuisinier expérimenté. Un genre d'avertissement silencieux pour qu'il arrête de s'en prendre à tout le monde. Le message avait porté. Il avait finalement présenté des excuses au manager et j'étais devenu inutile du jour au lendemain. Tout ce cirque pour réajuster l'attitude d'un type qui refusait de coopérer. À Oak Harbor, au milieu des années 90, on retrouvait du travail assez vite si on avait de l'expérience en cuisine. J'étais furieux de m'être fait jeter pour une raison aussi absurde, mais la colère s'est dissipée rapidement. Ce métier était épuisant. On passait des heures dans une chaleur constante, les mains couvertes de brûlures et les vêtements marqués par la graisse. Le personnel de salle criait dès que le moindre ticket prenait du retard et les managers ne faisaient rien pour calmer les choses. J'ai fini par quitter la restauration. Je m'en souviens comme d'une période intense où l'on vivait au rythme des tickets, des assiettes qui glissaient sur le passe-plat et des clients matinaux qui voulaient leurs œufs parfaitement cuits. Quand je repense à cette histoire, je me dis qu'elle représente bien cette ambiance étrange où tout peut changer en quelques minutes, sans logique apparente, juste parce qu'une autre personne décide soudain de sauver sa place. Un gars travaillait depuis seulement quelques jours dans une écurie. Il n'était pas encore vraiment intégré, mais il connaissait déjà les bases du travail autour des chevaux, du foin et des bâtiments en bois. On voyait qu'il essayait de faire bonne impression. Sauf qu'un après-midi, il a eu l'idée la plus dangereuse qui soit dans un endroit pareil. Il s'est allumé une cigarette juste à côté d'une série de ballots de foin empilés contre le mur, comme si c'était un banc de pause. Le manager arrivait justement du paddock et l'a vu tirer tranquillement dessus. Il s'est figé pendant une seconde avant de se précipiter vers lui. Sur une ferme, tout le monde sait que le feu n'est pas une menace abstraite. Un simple tison peut transformer un hangar entier en brasier et il suffit de quelques minutes pour perdre les chevaux, les outils, le bâtiment et parfois même plus. L'équipe avait déjà eu des visites de prévention, des histoires de bâtiments partis en fumée dans des fermes voisines, et on nous répétait constamment que la moindre étincelle pouvait créer une catastrophe. Le manager l'a donc stoppé net. Il lui a ordonné de sortir et de laisser tomber sa cigarette. Le nouveau ne comprenait pas vraiment la gravité de ce qu'il venait de faire. Il a essayé de dire qu'il faisait attention et qu'il n'y avait aucun risque, ce qui a rendu le moment encore plus absurde. Le manager l'a renvoyé sur le champ. Pas de discussion, pas d'explication longue, juste une décision immédiate pour protéger l'endroit. L'équipe a appris la nouvelle dans les minutes qui ont suivi. Personne n'a été surpris. La ferme fonctionnait grâce à la vigilance de chacun. On nettoyait les stalles, on surveillait les portes ouvertes, on rangeait les outils coupants, on faisait attention aux chevaux nerveux. Allumer une cigarette à côté du foin revenait à ignorer complètement tout ce que le lieu exigeait. Pendant le reste de la journée, les employés passaient près de cet endroit en secouant la tête. On se disait qu'il aurait pu garder son poste s'il avait simplement compris où il se trouvait. Ce qui est certain, c'est qu'il n'aura travaillé que quelques jours et que son départ a rappelé à tout le monde à quel point la prudence était essentielle dans ce genre d'environnement. Sur une ferme, on peut supporter les erreurs d'un débutant. Le feu, en revanche, ne laisse aucune marge. Un nouveau devait rejoindre notre entreprise et tout le monde avait reçu son mail de présentation. C'était le message habituel envoyé par les ressources humaines, celui où l'on découvre le nom du prochain collègue, son poste et 2 ou 3 infos vagues sur son parcours. Sauf que cette fois, quelque chose avait complètement dérapé. Le mail commençait normalement puis, sans prévenir, on tombait sur un paragraphe qui n'avait rien à faire là, un bloc de texte où il se décrivait en détail avec des informations tellement explicites que personne n'a compris comment ça avait pu passer les filtres. Les gens restaient figés devant leur écran en se demandant si c'était une blague ou un piratage. Dans les minutes qui ont suivi, tout le bureau bruissait de discussions discrètes. Certains avaient relu le message pour être sûrs de ne pas avoir halluciné. D'autres avaient fermé leur écran de peur que quelqu'un derrière eux voie ce qu'ils lisaient. Les RH circulaient dans les couloirs avec une expression embarrassée et répondaient vaguement qu'ils étaient en train de régler la situation.
La direction a d'abord essayé de retirer le mail du serveur interne, sauf que des dizaines de personnes l'avaient déjà ouvert et partagé entre elles pour comprendre ce qu'il s'était passé. L'ambiance avait cette tension étrange où personne n'osait rire, mais tout le monde y pensait. On se doutait que ce type ne ferait jamais son premier jour. On l'imaginait quelque part en train de réaliser que sa présentation officielle avait été envoyée avec un texte qui ressemblait à un message écrit sans aucun filtre. Le genre de contenu qu'on garde pour sa messagerie privée ou qu'on ne publie jamais, justement pour éviter ce genre de désastre. Quelques heures plus tard, un second mail est arrivé pour annoncer que le recrutement était annulé. Pas un mot d'explication, juste une phrase courte pour dire qu'il ne rejoindrait finalement pas l'entreprise. Les employés se sont regardés avec cet air incrédule qu'on voit quand une situation improbable vient de se dérouler sous leurs yeux. En l'espace d'une matinée, on était passé d'un accueil cordial à un renvoi avant même que la personne ne franchisse la porte du bâtiment. Au final, tout le monde a repris son travail, mais l'histoire est restée dans les mémoires. Pendant plusieurs semaines, dès que les RH annonçaient un nouveau mail de présentation, on voyait les regards se lever de manière réflexe, comme si chacun s'attendait à ce que le cauchemar se répète. C'était devenu une sorte de légende interne, celle du collègue qui n'avait même pas commencé et qui avait pourtant marqué durablement la boîte. C'était il y a un moment dans mon ancien boulot. On venait d'embaucher un nouveau busboy et dès son arrivée il avait cette façon d'intervenir dans chaque discussion autour de lui. On pouvait être en train de parler d'un truc entre collègues et il débarquait comme si on l'attendait. Au bout de 2 heures, tout le restaurant s'était rendu compte qu'il était insupportable. Je bossais au bar ce jour-là et il s'était mis à grignoter les fruits du comptoir en pensant que personne ne le remarquerait. Ça ne me dérangeait pas vraiment, mais le manager, lui, n'appréciait pas du tout. Le manager vient donc le voir avec son ton habituel, calme, presque amical, et lui demande d'arrêter. Le nouveau le regarde droit dans les yeux et avale un autre morceau de fruit. On aurait dit qu'il testait les limites juste pour voir ce qui se passerait. Le manager soupire, lui demande de le suivre au bureau et reste poli malgré le manque de respect évident. Le nouveau répond d'un ton détendu en disant qu'il devait se calmer, qu'il comprenait pourquoi le manager dégageait une certaine assurance. Il accompagne ça d'un clin d'œil et d'un coup de coude comme si c'était un moment complice. On était 5 à entendre ça et personne n'a su où se mettre. J'ai eu un instant où je voulais juste m'enfoncer la tête dans le bac à glace pour éviter de voir la scène. Le silence dans la pièce était bizarre, presque pesant. Les serveurs autour de moi se regardaient sans un mot. On savait tous que le manager n'était pas du genre à punir facilement. Le restaurant entier fonctionnait sur une ambiance détendue. Les erreurs étaient pardonnées, les retards aussi dans une certaine mesure, et même les gros débordements avaient souvent droit à une deuxième chance. Le nouveau venait pourtant de franchir un cap que personne n'avait réussi à atteindre avant lui. 10 minutes plus tard, il sortait par la porte principale sans uniforme, l'air vaguement vexé mais toujours convaincu qu'il n'avait rien fait de grave. On l'a vu partir sans se retourner. Le manager est revenu ensuite derrière le bar, un peu dépité. Il n'était même pas en colère, juste fatigué d'avoir dû gérer un comportement aussi déplacé pour une histoire qui aurait pu s'arrêter à une simple remontrance. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point tout aurait pu se dérouler autrement. S'il avait simplement accepté la remarque, il aurait gardé ce boulot facilement. Le restaurant donnait leur chance à des gens qui débarquaient parfois sans aucune expérience et on voyait souvent des employés progresser grâce à cette atmosphère bienveillante. Le nouveau avait réussi à saboter tout ça en quelques minutes, et personne n'a regretté qu'il parte. Pendant les semaines suivantes, à chaque fois qu'on servait des fruits au bar, quelqu'un lançait un regard amusé en souvenir de cette journée étrange où tout le monde avait assisté à la même scène absurde. Je me souviens de ce type qui avait été embauché en même temps que moi. Il avait fait toute la procédure habituelle. Réunion, vidéo de formation, présentation de l'équipe, explication sur les rayons. Rien de spécial. Il avait l'air un peu nerveux mais normal. Juste un nouveau qui voulait bien faire. Le premier jour où il devait vraiment travailler en rayon, tout semblait se passer correctement au début.
On lui avait assigné une zone toute simple où il devait ranger de la marchandise. On l'a vu commencer à bosser, puis au bout d'un moment, plus rien. On pensait qu'il était allé en pause. Sauf qu'il ne revenait toujours pas. Une demi-heure passe. 1 heure. 2 heures. Personne ne sait où il est. Les managers commencent à demander si quelqu'un l'a vu. Personne. À un moment donné, on se dit qu'il a peut-être simplement quitté le magasin sans prévenir. Ça arrive parfois. Et puis, environ 3 heures après sa disparition totale, il réapparaît comme si de rien n'était. Sauf que là, c'était évident qu'il n'était plus dans un état normal. Il avait les yeux écarquillés, le visage complètement figé, la mâchoire tendue. Il parlait trop vite, ou pas du tout, et ses mouvements étaient saccadés. On aurait dit qu'il était sous quelque chose de bien plus lourd qu'un joint. Un manager l'a intercepté et a demandé ce qui se passait. Le type ne répondait presque pas. On aurait dit qu'il écoutait une voix que personne d'autre n'entendait. Finalement, on l'a accompagné jusqu'au bureau. Il tremblait, il suait, il fixait les murs sans jamais vraiment regarder quelqu'un. Il n'a pas protesté quand on lui a dit qu'il devait partir. Après l'avoir licencié, le manager est allé vérifier les caméras pour comprendre ce qui s'était passé pendant ces 3 heures. On retenait tous notre souffle en attendant de savoir où il avait disparu. Il n'avait pas quitté le magasin. Il n'avait pas erré dans les rayons. Il était resté dans l'allée des produits de salle de bain pendant au moins 30 minutes, planté devant un miroir mural. Complètement immobile. Il se regardait fixement, sans cligner des yeux, comme s'il essayait de reconnaître quelqu'un d'autre dans son propre reflet. Le reste du temps, il semblait juste marcher sans but d'un côté à l'autre, les mains sur la tête, comme s'il essayait de retenir quelque chose qui lui échappait. Personne n'a jamais su ce qu'il avait pris, ni pourquoi il avait choisi ce moment précis pour se défoncer au point de se perdre dans son propre reflet. Il n'est jamais revenu chercher ses papiers. Il n'a jamais appelé. Il a juste disparu de nos vies aussi rapidement qu'il y était entré. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.